Bien le bonjour à toutes et à tous, Ventant Franc avec vous, accompagné de Vincent Gann. Bonjour à tous, bonjour Valentin. Alors, comme d'habitude, comme tous les mardis à 11 heures, nous allons vous proposer une conviction pour cette semaine que nous allons présenter juste après l'avertissement gars sur le risque. Donc, je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, ce que nous vous proposons, c'est que nous fassons un petit point tout d'abord sur nos premiers scénarios. Alors, celui de la semaine dernière, qui visait à être haussier sur les bancaires. C'est ça, Vincent, il me semble. Alors c'était un scénario sur les indices boursiers et le secteur bancaire. Donc c'était une revue qui vous rappelait d'une part que la plupart des indices boursiers se maintenaient sous résistance. Alors ce qui reste le cas, je vais notamment vous remontrer un graphique que Valentin vous avait proposé sur le S&P 500. Donc voilà, un marché a rejeté sous résistance, mais là bon, ça repart pour tout un tas de raisons. Et puis c'était aussi un point de vue sur le secteur bancaire qui est en fait un secteur en retard par rapport au secteur cyclique et qui pouvait peut-être changer d'orientation avec les mesures de la BCE. Le problème pour le secteur bancaire, c'est que alors les mesures de la BCE, ça les concerne directement puisque les banques vont pouvoir se refinancer jusqu'en 2021, grosso modo. Par contre, ça écrase les taux d'intérêt et ça pour les banques, les taux bas, en termes de revenus pour les activités de crédit, c'est un problème. Donc le secteur bancaire, que s'est-il passé? On peut prendre l'exemple de BNP Paribas, la première banque française. Alors pourquoi je ne les trouve pas? Voilà, elle est ici. Bon, voilà, alors on tente quelque chose depuis le début de l'année. Là, c'est le 1er janvier, 2 janvier 2019. Ça tente de faire quelque chose, mais clairement, le secteur bancaire a privilégié les taux bas à cette nouvelle enveloppe de liquidité que octroie la Banque Centrale Européenne. Donc, ça fait quand même quelque chose depuis le début de l'année, mais il ne faut quand même pas exagérer. On ne peut pas encore parler d'un vrai signal de surperformance sur le secteur bancaire. Ok, donc toujours haussier sur les bancaires, même si on n'a pas le momentum souhaité. Sur les indices, perspective baissière toujours valide tant qu'on est sous résistance. Vincent, c'est bien ça? C'est ça. Très bien. Et donc, on va passer du coup à notre conviction de cette semaine. Alors, je me Alors, cette permets semaine, de... Ouais, ouais, je t'en prie, vas-y. vas-y. Non, après toi, Alors, mon cher Vincent. Alors, cette semaine, chers auditeurs, nous allons vous parler de l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, la semaine dernière, pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Déjà parce que bon, c'est un actif important, mais pour cette raison-là. Cette séance du 7 mars, personne forcément ne l'avait pas manqué si vous suivez le Forex. L'euro-dollar qui perd quand même sur la séance pas loin de 150 pips, qui clôture au plus bas. C'est une journée de Banque Centrale Européenne, pas de hausse de taux avant peut-être plusieurs années. Et depuis, 3 séances consécutives, en tout cas une en cours là, de rebond. Alors, la question est, l'euro-dollar a-t-il la semaine dernière donné un signal baissier ou est-il toujours finalement accroché au niveau qu'il côtoie depuis maintenant plusieurs mois, depuis le printemps dernier? Donc voilà quelle va être aujourd'hui la question. Quid de la tendance de l'euro-dollar? Et Valentin, donc je t'en prie, je te laisse t'exprimer. Alors quel graphique souhaites-tu présenter? Alors, je vais commencer par le graphique de l'euro-index qui me semble assez intéressant puisque depuis finalement le point bas atteint au printemps 2018, on n'a pas inscrit de plus bas sur cet euro-index. Alors, comment est composé cet index? En fait, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des paires en euros face au majeur, donc l'euro-dollar plus l'euro-GBP plus l'euro-franc, etc., etc., euh, qui vise à être épondéré, même s'il ne l'est pas réellement. Il est beaucoup plus qu'un indice comme le DXY. Donc voilà, ça permet d'avoir peut-être une autre vision de l'euro par rapport aux autres devises majeures. C'est un baromètre tout simplement de Effectivement. la situation de l'euro. Alors moi je trouve ça Voilà. intéressant ce que vous proposez ici Valentin. On va vous montrer 2 éléments. Alors tout d'abord, dans le marché, il y a des indices devises officiels. Et ce que fait Valentin, c'est intéressant. Pourquoi? L'indice devise officiel de l'euro, c'est le XY. Vous pouvez chercher ça. Attendez, si ça veut bien fonctionner. Donc c'est le XY, ça c'est l'indice devise officiel, l'Euro Currency Index. Le problème des indices officiels, en tout cas suivis par le marché, c'est qu'ils surpondèrent le dollar. Donc ici, vous avez un graphique de l'EXY
il y a trop d'euro-dollar. Ce que propose Valentin, c'est de créer un autre euro-index en faisant une moyenne arithmétique, donc équipondérée, les principales paires en euros. Donc, comment est-ce qu'il a construit ça, Valentin? Eh bien, il a tout simplement fait ici EUR USD plus EUR CAD plus EUR JPY, etc., etc. Et à la fin, il a divisé par 7. En fait, c'est exactement la même méthode de calcul que pour le Dow Jones ou pour le Nikkei. Dow Jones, vous allez Voilà. prendre les actions qui sont composées dans le Dow Jones, vous allez les additionner, vous allez diviser par le nombre de composantes. Bien là, c'est pareil, on va additionner tous les cours, tous les taux de change des paires en euros face aux devises majeures, donc dollars, GBP, francs, etc., etc. Et on va diviser par le nombre de paires. C'est Et alors, ce qui est exactement la très même formule. voilà, alors merci de nous l'avoir rappelé. Ce qui est hyper intéressant avec le graphique de Valentin, c'est ça, c'est que l'euro index en ne surpondérant pas le dollar US, donc vraiment l'euro face à un basket de devises de manière équipondérée. La semaine dernière, impact de la BCE d'un point de vue technique, rien. Au contraire, on est sur support. Donc l'euro index n'a pas cassé de support. Alors que l'euro currency index, avec ici un poids largement dominant de l'euro dollar, a fait ici, je vais le mettre en cours de clôture hebdomadaire, je vais enlever l'Ishimoku, il a fait un nouveau plus bas. Un nouveau plus bas, certes, à la marge, qui en fait correspond à la cassure des 1,13 $ sur l'euro dollar. Mais voilà, on peut voir que finalement, sur longue période, l'impact de la BCE la semaine dernière, il n'est pas non plus, fortement baissier. Alors justement, Valentin, qu'en est-il de cet euro dollar, euh, techniquement parlant? Alors là, on est sur le graphique euro-dollar en weekly avec les chandeliers en Enkinashi, comme vous pouvez constater. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate le prix qui est plus ou moins soutenu par une moyenne mobile à 200 semaines, ou en tout cas depuis finalement le mois de septembre, l'automne dernier, on fait pas grand-chose sur l'euro-dollar, on consolide entre, vous voyez, un 15 et un 12, un 12 et quelques. Donc finalement, on n'a pas eu de breakout sur le graphique Enkinashi. Mais par contre, on a une divergence haussière sur la MACD qu'on peut également apercevoir sur le RSI, etc., etc. Ces divergences ne sont pas encore confirmées puisque si on regarde la MACD ou le RSI en weekly, eh bien ils se maintiennent le RSI se maintient sous 50. Donc ce qu'on aime voir, c'est quand on a une divergence, que celle-ci passe au-dessus de 50 si c'est une divergence haussière, ce qui nous permet par la suite de valider le signal, en tout cas de pouvoir l'utiliser avec beaucoup plus de conviction. Et pour le moment, Donc ce voilà n'est le pas le niveau des cas. 50 que vous montre Valentin, voilà, Voilà, ici. c'est ça. Donc niveau de 50, c'est un niveau à surveiller. Si le RSI weekly venait à passer au-dessus de 50, ça serait, on pourrait le considérer comme un signal clairement haussier. Et moi, j'aurais des perspectives du coup haussières jusqu'à 1,18, voire même potentiellement 1,20 dollars lors des, du coup à moyen terme. Donc c'est pour ça que depuis le prix actuel, le prix qu'on a actuellement, c'est clair que l'achat est très risqué puisque pour le moment, oui, on a des divergences, mais les divergences peuvent se creuser, elles peuvent durer pendant un très long moment. Donc on peut continuer à inscrire des plus bas, mais au niveau des prix actuels, on a quand même un ratio risque-rendement qui est en faveur de la hausse. On a potentiellement une hausse jusqu'à 1,18 si le RSI passe au-dessus de 50, alors que bon, en termes de risque, c'est quoi? C'est un 11, potentiellement un 10, mais vous voyez, même si on fait un 10, c'est quoi? C'est 250 pips de risque pour potentiellement en chercher 500 depuis les prix actuels. Donc ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Vincent. Ah, si, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Et puis, ce que tu rappelles très bien, c'est que on a ce sentiment que l'euro-dollar, bon, depuis les 1,25, mais surtout depuis les 1,18, il baisse, mais il baisse de manière très lente. On a le sentiment qu'il est freiné, l'euro-dollar. Et d'ailleurs, c'est ce que suggèrent toutes ces divergences. On peut se demander qui est derrière tout ça. Il y a plusieurs exemples. Il y a ce qui s'était passé en novembre dernier. Décrochage de l'euro-dollar, nouveau plus bas, bam, on invalide sa retrace. Ensuite, il y a eu un certain nombre de jambes de baisse de l'euro-dollar, à chaque fois retracées aux 2 tiers, voire aux 3 quarts. Jambes de baisse, retracées. Jambes de baisse, retracées. Donc, du coup, invalidant tous les niveaux horizontaux qui n'arrivaient pas à acquérir le statut de résistance. Et là, la semaine dernière, dernier niveau invalidé en date, on casse les 1,12,16. Alors, les 1,12,16 sont un niveau weekly. On le casse en daily, on le reprend. Alors, c'est vrai que le range, c'est 1,13, 1,15. Alors, d'ailleurs, par rapport au niveau dont parlait Valentin, expliquant qu'effectivement ce serait vraiment sous 1,12,16 que le marché serait menacé, les 1,12,16, c'est tout d'abord le plus bas de novembre dernier. Alors à l'époque, j'apporte ici la vue de l'indicateur technique Ishimoku, vous l'avez en données hebdomadaires, les 1,12,16, regardez, je vais prolonger ici ce plat de nuages, c'est ça. Donc c'est un énorme support de l'Ishimoku hebdomadaire qui déjà à l'époque, lorsqu'on avait fait une touchette à 1,12,16,
Ça avait ramené ici le Chikou au contact du bas du nuage. Et c'est ce niveau qui ne lâche rien. Donc effectivement, si le marché devait casser un jour, c'est un 12-16, potentiel c'est quoi? Un 11, un 10, peut-être un 0,850. C'est vrai que d'un point de vue du money management, la stratégie d'achat semble plus intéressante. Mais la difficulté, c'est que c'est un marché qui continue de glisser. Alors en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'à la manœuvre, il y a les banques centrales. Les États-Unis n'ont pas intérêt à laisser l'euro-dollar chuter. D'ailleurs, l'euro-dollar, la semaine dernière, casse les 1,1216 en daily. Ça n'agit pas en résistance. Et là, on peut voir que la remontée de l'euro-dollar balaye des résistances intermédiaires. Je vais vous montrer deux raisons. La première, celle qui est propre au dollar américain. La Fed ne montera pas ses taux. La Fed fait en sorte, alors je ne sais pas si elle a cédé à la pression de Donald Trump ou pas, en tout cas, la Fed fait en sorte que le dollar US ne s'apprécie pas trop. Ici, vous avez le DXY, l'indice dollar US, lorsque l'euro-dollar a décroché. Je vais le mettre ici côte à côte. Vous allez voir, on verra ça de manière un peu plus optimale. Donc, le DXY en daily. À droite, vous avez donc l'indice devise dollar américain. Ici, l'euro-dollar. Lorsque l'euro-dollar cassait les 1,1216, c'est plus bas de 2018, le dollar US, lui, pile poil, était au contact de ces sommets et ne les dépassait pas. Donc ça nous rappelle une chose, c'est un marché de banque centrale, c'est un marché de guerre d'échange, et si même la banque centrale essaye d'utiliser ce qu'elle peut à travers ses outils, ses mots, etc., pour faire baisser le taux de change de l'euro, la Fed, elle a stoppé la normalisation de sa politique monétaire, et elle fait aussi en sorte que le dollar ne s'apprécie pas trop. Donc il faut jouer avec tous ces éléments-là. Et enfin, un dernier élément que je souhaite ajouter, c'est que dans la remontée du cours de l'euro-dollar, depuis quelques séances, vous avez aussi un autre phénomène qui entre en jeu, et cette fois-ci il est plus proche de nous, et c'est le marathon des 3 prochains jours, le GBP-USD, dans la hausse hier de l'euro-dollar, alors c'était vers 23 heures, une petite poussée de l'euro-dollar hier, donc c'était ici, 23 heures poussée de l'euro-dollar. À droite, vous avez le GBP-USD en 60 minutes. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Poussée du câble. Donc aussi, il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a une corrélation avec le GBP-USD dans la remontée de l'euro-dollar. Et c'est ce qui fait que, en mettant de côté les considérations sur l'affrontement entre la Fed et la BCE, dans l'immédiat, n'oubliez pas le GBP-USD. Alors, à court terme, je pense que là, on va remonter tester les 1,13. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valentin. Oui, tout à fait. Ouais. Et je reviendrai sur ce que tu as dit sur les banques centrales. On a eu quand même une banque centrale européenne qui a été extrêmement dovish, je trouve, jeudi. Elle a procédé à sa plus importante révision à la baisse des prévisions de croissance depuis le lancement du QE. Donc c'était vraiment dovish. Même ceux qui étaient dovish ont été surpris négativement. Et pourtant, on voit qu'on a une correction. Donc voilà, on a eu une BCE dovish. Est-ce que c'est possible d'avoir une BCE encore plus dovish que celle-là? Oui, tout est possible. Mais compliqué à imaginer une BCE plus dovish, alors qu'une Fed plus dovish, c'est clairement, qui déçoit en tout cas, c'est clairement envisageable. On a une RBA qui est devenue dovish, qui est prêt à baisser ses taux d'intérêt. La Banque du Canada qui a clairement changé sa veste, retourné sa veste, pardon. À quand le tour de la Fed? J'ai envie de dire, il y a beaucoup plus de possibilités de baisse du dollar que de l'euro actuellement au niveau des banques centrales. Tout à fait, et c'est d'ailleurs ce que rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est tout de suite le dollar US qui a limité la baisse de l'euro-dollar. Donc à moins de voir vraiment l'économie de la zone euro trébucher davantage, l'Allemagne s'effondrer dans son secteur manufacturier, etc., difficile d'imaginer la BCE aller plus loin. Mais si c'était le cas, ce serait vraiment un scénario catastrophique pour la zone euro. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est moins probable que de voir une Fed lâcher davantage de l'est. À la moindre mauvaise statistique d'ailleurs, notez une chose, les bons chiffres américains maintiennent le dollar US tout en haut, en espèce de lévitation. Mais ça ne lui fait pas faire de nouveau plus haut. Par contre, le moindre chiffre américain décevant, ça peut tomber. D'ailleurs, hier, les ventes au détail étaient bonnes. Ça n'a pas vraiment servi. Alors, la baisse du dollar US, ici, il y a aussi, c'est la remontée aussi des devises européennes, le GBP-USD. Je suis juste méfiant, moi, dans l'immédiat,
du rôle du GBP-USD. C'est ce qui rend l'immédiat incertain. Après, voilà, techniquement parlant, bon, un 13, c'est un gros niveau, un 13. D'ailleurs, c'est le niveau weekly. Je vais terminer, moi, sur ce graphique weekly. La clôture weekly de la semaine dernière a vu un nouveau plus bas. Donc, c'est vrai que depuis novembre dernier, on tenait un 13. On bascule sous un 13, mais il y a des divergences de partout. Alors, soit ça paye, ça s'envole, on remonte à un 18, un 20, effectivement. Ça, je pense que ce sera vraiment un scénario qui verrait la Fed aller encore plus loin dans la fin de sa normalisation monétaire. Soit le marché continue de faire ce qu'il nous propose depuis des mois et des mois, une espèce de glissade très lente, avec à chaque fois des retracements très profonds de 2 tiers ou 3 quarts. Voilà, Valentin, Finalement, je te laisse entre commenter. 1,12,15 Oui, pardon, excuse-moi. Finalement, entre 1,12,15 et 1,13, on est dans enfin, dans la zone la plus, finalement, la plus délicate, mais finalement, là où il y a probablement les meilleures opportunités, parce que si on passe sous c'est ça. 1,12,15, on ira chercher un 10, et si on rebondit, on ira chercher un 18. Donc, c'est là où c'est le C'est flou ça. total, mais c'est également là où, bah, voilà, il y a les meilleurs, On a meilleurs un points d'entrée. canal finalement, une sorte de canal à faible pente. C'est intéressant de noter jambe 1, on retrace, on retrace, et rebelote, on retrace. Mm. Donc, ça doit être assez frustrant, je pense, le trading swing de l'euro-dollar, tant pour les acheteurs que les vendeurs, parce que Mhm. c'est un marché qui est sous contrôle. Moi, j'ai souvent utilisé cette image. La Fed achète ici, la BCE vend ici, d'une certaine façon. Tout à fait d'accord. Alors, je vais regarder les questions, enfin, on va regarder les questions que vous nous avez posées. Alors, frein par la BCE entre guillemets. Alors, est-ce que tu as un commentaire? Oui. Enfin, frein. Euh, Alors, disons que j'imagine, moi, surtout la Fed. Honnêtement, vu l'état de l'économie de la zone euro, si la Fed n'était pas à la manœuvre, l'euro serait beaucoup plus bas. Si la Fed n'avait pas radicalement changé son approche depuis décembre dernier, l'euro serait déjà un 10. Donc, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un choc lié à la zone euro, des décisions de politique monétaire, un problème macroéconomique, soit sur l'Italie, soit l'Allemagne, ou encore en fin d'année dernière, c'était la France avec pendant la pierre, les grandes tensions des gilets jaunes, quand les taux français s'envolaient. À chaque fois derrière, c'était freiné par la Fed. Donc, je pense que c'est surtout elle qui fait son possible. Et puis, on sait qu'il y a un conflit larvé entre les États-Unis et l'Allemagne dans le secteur industriel, notamment pour le secteur auto. Là, le taux de change, ça joue directement. Hein. Ça joue directement dans les importations d'automobiles allemandes par les États-Unis. Donc, il ne faut pas s'imaginer que l'euro-dollar puisse retrouver une tendance complètement verticale comme il a pu proposer à une époque, mais plus quelque chose comme on le connaît depuis là, en fait, hein, depuis mai 2018. hmm. C'est assez horrible à trader ça, cette espèce de glissade difficile. Donc, la solution par rapport à ça en trading, je pense que c'est de ne pas trader les breakouts. En clair, on casse une résistance, ça réintègre, on casse un support, ça réintègre, mais plutôt d'intervenir en ordre limite au contact des niveaux. Donc, typiquement, pour passer vendeur, pas sur cassure baissière, mais au contact d'une résistance. Et pour passer acheteur, pas en cassure de résistance, mais plutôt au contact d'un support. Et là, le support qui a agi, bah, ce sont les 1,12,15 la semaine dernière. Tout à fait. Alors Raymond qui demande entre quel niveau la Fed souhaite-t-elle garder le DXY? Alors ça c'est, on peut pas savoir, hein, mais probablement sous les plus hauts 2018, hein, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Bah, alors déjà, le dollar US sur longue période. Donc là, vous l'avez sous les yeux, le dollar US depuis 1989, il a déjà été beaucoup plus élevé. D'accord. Alors, la question, elle est la suivante. La Fed, elle a commencé à normaliser sa politique monétaire ici, à partir de 2014, quand elle a commencé à réduire ses achats d'actifs. Et puis ensuite, lorsqu'elle a entamé un cycle haussier de ses taux d'intérêt. La Fed a arrêté son cycle haussier des taux d'intérêt la semaine dernière. On peut considérer que c'est cette zone-là que la Fed ne souhaite pas dépasser. Pour beaucoup, c'est le niveau des 100. Voilà. Donc elle fera son possible pour le maintenir en dessous. Euh, alors pourquoi la Fed ne veut pas voir cette devise baisser? Nous demande Edgy. Bah, alors déjà pour les exportations, Alors, puisque vous ouais. savez que dès que la devise s'apprécie, c'est synonyme de, enfin les produits du coup de ce pays sont moins compétitifs. Et je te laisse compléter, Vincent, si tu as un commentaire là-dessus. Alors, en fait,
l'affrontement actuellement, ce qui pose problème à la croissance économique mondiale actuellement, c'est le commerce international. Les États-Unis, ils ont un problème de déficit de la balance commerciale. D'ailleurs, le déficit est encore est au plus haut, notamment vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis aussi de la zone euro. En fait, la Fed et enfin, le gouvernement américain veut juste récupérer de la compétitivité change, tout simplement, quoi. Sur des produits de moyenne gamme, ça joue le change. Sur des produits de très haute gamme, on s'en fiche du taux de change. Une personne qui achète un produit de très haute gamme s'en fiche, pas 1 euro près, même pas 10 000 euros près. Mais sur les produits de consommation de masse de moyenne gamme, comme l'automobile par exemple aux États-Unis, une variation du change, un euro-dollar qui perdrait 20% et qui rendrait moins cher l'importation de véhicules allemands, ça ne ferait que faire déraper davantage la balance commerciale américaine. Donc, la raison, elle est là. Si l'euro-dollar devait chuter à la parité, clairement, le déficit commercial entre les États-Unis et la zone euro se creuserait en défaveur des États-Unis, mais sans aucun doute. Et d'où d'ailleurs la mise en place et d'où la menace des États-Unis de mettre en place des tarifs douaniers. C'est-à-dire que si l'euro-dollar va à la parité, perd 15%, bon bah les États-Unis auront qu'à augmenter les droits de douane de 15% sur les importations d'automobiles européennes. Mm. Sauf que le problème, c'est qu'on a vu avec cette stratégie-là avec Ça fonctionne pas en plus. la Chine, ça fonctionne pas parce que le dollar c'est également considéré comme une devise de refuge et on l'a vu dès que il y a eu le début de la guerre commerciale, l'USD One il est revenu à 7 alors qu'il était à 6, il me semble. Enfin, il a vraiment, il était C'est dans pour un ça rallye que haussier. Donc, c'est une stratégie qui a ses limites, mais en tout cas, bon, ça a un rôle, ça a un impact. Donc, et d'ailleurs, les deux politiques monétaires, d'une certaine façon, se neutralisent. Finalement, l'eurodoll, c'est un range, hein, ça reste un range. Et c'est peut-être même pas un 13, un 15, c'est probablement un 12, un 15. Enfin, en tout cas, dans l'immédiat, c'est le GBP USD. Si le câble s'envole, il y aura un impact sur l'eurodoll. Et à contrario, si la livre sterling décroche, en fait, c'est que c'est l'ensemble de l'Europe qui est pénalisé. C'est que ça se passe mal, c'est qu'on va vers un. D'ailleurs, aujourd'hui, ce soir à 20h, c'est le vote des parlementaires britanniques sur l'accord amélioré trouvé hier soir par Theresa May. Bon, ça va être rejeté, je pense. Ce qui me paraît vraiment important, c'est demain, il y a un second vote sur le hard Brexit. Donc, ils vont être dos au mur. Hein, un autre, parce que c'est beaucoup de politique, mais ils vont devoir dire bon, vous voulez le hard Brexit ou vous voulez pas. Si jamais ils le veulent, c'est là où ça peut être compliqué. Donc, il faut regarder du côté du GBP et du Parlement britannique ce soir, bien sûr, mais surtout demain. Et puis enfin jeudi, peut-être pour étendre l'article, prolonger, reporter le Brexit ou pas. voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, merci pour votre attention, merci Vincent pour ton analyse. Hein. Merci à toi, Valentin. Et du coup, nous vous donnons rendez-vous mardi de la semaine prochaine pour une prochaine stratégie de la semaine. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et écoutez, nous vous souhaitons une bonne journée. Soyez prudents ce soir ce soir et même possiblement les prochains votes du Brexit qui auront lieu mercredi et jeudi. Voilà. Merci à vous. Vincent, je te laisse terminer si tu. Merci à toi, Valentin. Et puis donc, on se retrouve tous la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle conviction de marché sur un autre actif. Merci à tous et bonne semaine.